Imaginez un pays où, que vous soyez étudiant, médecin, mannequin célèbre ou chanteur reconnu, vous devez toujours porter une arme sur vous. Il n'y a aucune exception, aucun passe-droit, aucune excuse. Tout le monde doit y passer. Pourtant, ce même pays est à peine plus grand que la région Bretagne en France. Et malgré cela, il possède plus d'entreprises technologiques cotées à la bourse américaine du Nasdaq que toute l'Europe réunie. Cela semble absurde, n'est-ce pas? Mais c'est la stricte vérité. Et il y a ici une méthode de traitement que je trouve fascinante. Il s'agit pour le médecin de prescrire à une personne de coucher avec le patient pour le guérir. Qui est cette personne? Je vous l'expliquerai plus tard. Vous pourriez penser qu'ils ne font que dormir ensemble. Eh bien non, ils ont de véritables relations intimes, sinon je ne vous en parlerai même pas. C'est considéré comme une profession thérapeutique légale, avec une éthique professionnelle claire, et c'est même remboursé par l'assurance maladie. Ce n'est pas de la prostitution, ce n'est pas de la pornographie, mais bien un traitement psychologique reconnu par l'État. Ce pays, c'est Israël. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment un si petit bout de terre, situé en plein désert, entouré d'ennemis, sans pétrole et sans ressources naturelles, a pu devenir l'une des nations les plus incroyables de la planète. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À quoi ressemble Israël sur une carte? Si vous avez du mal à l'imaginer, pensez à la région Bretagne. Israël a une superficie d'environ 22 000 km², ce qui est à peu près équivalent. C'est un pays que l'on peut traverser de bout en bout en voiture, en seulement quelques heures. La population d'Israël compte aujourd'hui environ 9,8 millions d'habitants, et un fait intéressant est qu'environ 21% d'entre eux sont des Arabes qui vivent et travaillent à l'intérieur même d'Israël. Cela signifie qu'un Israélien sur 5 est arabe, un chiffre que beaucoup ignorent. Si l'on regarde l'économie, leur produit intérieur brut s'élève à environ 520 milliards de dollars, ce qui les place dans le top 30 des plus grandes économies mondiales. Le revenu par habitant est d'environ 55 000 dollars par an, ce qui est supérieur à de nombreux pays d'Europe de l'Ouest comme l'Espagne ou l'Italie. C'est un pays minuscule dont le revenu des habitants est extrêmement élevé. Mais pour comprendre pourquoi Israël est si fort, il faut savoir par où ils sont passés. L'État d'Israël a été fondé en 1948, il a donc moins de 80 ans. Mais durant cette courte période, ils ont traversé 6 guerres majeures. Et ils sont entourés de pays qui les ont considérés, ou les considèrent encore, comme des ennemis. Dans son histoire moderne, Israël n'a pas connu un seul jour de paix totale. Et c'est peut-être cette pression vitale, cette question de vie ou de mort, qui a forgé le peuple israélien d'aujourd'hui. Parlons maintenant de la première chose qui choque la plupart des gens lorsqu'ils découvrent Israël. C'est le service militaire obligatoire. Et quand on dit obligatoire, c'est vraiment obligatoire pour tout le monde. En France, le service militaire obligatoire a été suspendu, mais dans de nombreux pays où il existe encore, il s'adresse principalement aux hommes. En Israël, c'est totalement différent. Ici, les hommes comme les femmes doivent s'enrôler à l'âge de 18 ans, et il n'y a aucun moyen d'y échapper. Les hommes servent 32 mois, soit presque 3 ans, et les femmes 24 mois, soit 2 ans. Et le plus important, c'est qu'il n'y a aucune exception liée à la profession. Que vous soyez étudiant en médecine sur le point d'obtenir votre diplôme, vous devez y aller. Que vous soyez un mannequin célèbre avec des contrats publicitaires, vous devez y aller. Que vous soyez un athlète au sommet de sa carrière, vous devez y aller. Personne n'est exempté pour des raisons professionnelles. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir terminé votre service et être retourné à la vie civile, vous n'en avez pas fini. Les hommes doivent continuer à participer à des entraînements de réserve chaque année, jusqu'à l'âge de 40 ou 45 ans, et les femmes jusqu'à 38 ans. Cela signifie qu'un homme israélien peut être directeur d'entreprise, mais doit tout laisser de côté pendant quelques semaines chaque année pour suivre un entraînement militaire. C'est tout à fait normal là-bas. Le résultat de tout cela, c'est qu'Israël est probablement la société où le pourcentage de personnes sachant manier une arme est le plus élevé au monde. Presque tous les adultes que vous croisez dans les rues de Tel Aviv ont déjà tenu une arme et savent s'en servir. C'est pourquoi on y voit des scènes qui, si vous les voyez pour la première fois, vous paraîtront très étranges. Mais pour les Israéliens, c'est aussi naturel que de boire de l'eau. Ce sont de jeunes femmes en uniforme militaire, un fusil d'assaut sur l'épaule, faisant la queue pour acheter un café. Ou assises dans le métro en regardant leur téléphone avec l'arme posée juste à côté de leurs pieds. Ou encore prenant des selfies souriantes avec des amis tout en portant leur fusil. Ces images deviennent souvent virales sur les réseaux sociaux mondiaux. Pour un œil extérieur, c'est à la fois étrange et impressionnant,
mais pour un Israélien, ce n'est qu'une journée ordinaire. Si vous avez déjà entendu parler du quartier rouge d'Amsterdam aux Pays-Bas, vous savez que certains pays choisissent de légaliser des choses que la majorité du monde considère encore comme tabous. Mais Israël va encore plus loin, dans une direction que même les Pays-Bas n'ont pas prise. Il s'agit d'une profession qui, si vous n'entendez que la description, vous semblera impossible à légaliser. Mais en réalité, non seulement c'est légal, mais c'est aussi pris en charge par l'assurance maladie de l'État. Cette profession s'appelle la thérapie par partenaire de substitution. De quoi s'agit-il? Laissez-moi vous expliquer doucement, car c'est le sujet le plus facilement mal compris. Il y a dans le monde beaucoup de personnes qui souffrent de problèmes psychologiques liés à l'intimité physique et émotionnelle. Certains ont été si profondément blessés par le passé qu'ils ne peuvent plus s'ouvrir à personne. D'autres souffrent d'une anxiété extrême à l'idée d'être proche d'une autre personne. D'autres encore ont subi des traumatismes émotionnels, tels que leur corps réagit automatiquement par la peur, même s'ils ne le veulent pas. Ces personnes ont besoin d'être soignées, mais les mots et les consultations classiques ne suffisent pas, car leur problème réside dans l'expérience physique réelle, et pas seulement dans la pensée. C'est pour cette raison que la thérapie par partenaire de substitution a été créée. Ce modèle fonctionne à trois. Il y a le psychothérapeute, qui coordonne et dirige l'ensemble du processus. Il y a le patient, qui a besoin d'être soigné, et il y a le partenaire de substitution, qui est un professionnel formé pour accompagner le patient lors d'exercices pratiques. Tout a des limites très claires, avec un contrat, un protocole, et se déroule sous l'entière supervision du thérapeute. Et la chose la plus importante à comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de prostitution. Les partenaires de substitution ne vendent pas de services sexuels. Ce sont des professionnels rigoureusement formés dans le seul but d'aider les patients à surmonter leurs propres barrières psychologiques. Israël est le pays pionnier et abrite aujourd'hui la communauté de thérapie par partenaire de substitution la plus importante et la plus développée au monde. Cette méthode existe là-bas depuis les années 70, soit depuis plus de 50 ans. Ils ont une association professionnelle officielle, un programme de formation structuré, et dans de nombreux cas, les frais de traitement sont en partie remboursés par l'assurance maladie nationale. Bien sûr, tout le monde en Israël n'est pas d'accord avec cela. La communauté juive conservatrice et religieuse s'y oppose fermement. Mais les partisans de cette méthode affirment qu'il s'agit de médecine et non de prostitution. Et cette méthode a aidé des milliers de personnes à sortir de la solitude extrême et à guérir de traumatismes psychologiques qu'aucun autre traitement ne pouvait soulager. Si vous y réfléchissez, cette approche semble familière. C'est exactement de cette manière que les Néerlandais perçoivent leur quartier rouge. Au lieu de prétendre que le problème n'existe pas, ils ont choisi de le mettre en lumière, d'établir des règles et de protéger les personnes impliquées. Parlons maintenant de ce qui force le plus l'admiration du monde entier envers Israël. Ce n'est ni l'armée ni l'histoire, mais la technologie. Ce pays compte moins de 10 millions d'habitants, se trouve au milieu du désert et est encerclé par des pays hostiles. Pourtant, il y a une start-up pour 1400 habitants. C'est la plus forte densité de start-up au monde, supérieure à celle des États-Unis, supérieure à celle de la Chine, supérieure à n'importe quel autre pays de la planète. Laissez-moi vous parler de choses que vous utilisez tous les jours, sans savoir qu'elles viennent d'Israël. Utilisez-vous l'application Waze pour trouver votre chemin? C'est un produit israélien, racheté plus tard par Google pour 1,1 milliard de dollars. Connaissez-vous l'application ICQ? C'était la toute première application de messagerie au monde, et elle a également été créée en Israël en 1996. Bien avant MSN Messenger, avant Yahoo Messenger, et bien sûr très longtemps avant WhatsApp ou Facebook Messenger. La clé USB que vous utilisez toujours pour stocker des données est aussi une invention israélienne. Mobily, la technologie d'assistance à la conduite autonome installée sur des millions de voitures dans le monde, vient aussi de là. Tout cela provient d'un petit pays situé au milieu du désert. Alors pourquoi un si petit pays produit-il autant de génie de la technologie? La réponse se trouve là où on s'y attend le moins, dans l'armée. Au sein de l'armée israélienne, il y a une unité de renseignement technologique appelée l'unité 8200. Et cette unité est considérée par l'industrie technologique mondiale comme le Harvard de la programmation. Ceux qui y sont recrutés sont les esprits les plus brillants de leur génération. Et ils sont formés pour résoudre des problèmes technologiques à un niveau qu'aucune université ne peut enseigner. Après avoir quitté l'armée, beaucoup d'entre eux deviennent des fondateurs de start-up ou des dirigeants de haut niveau dans la Silicon Valley. Mais la technologie et l'armée ne sont qu'une partie de l'histoire, le reste réside dans la culture.
Les Israéliens ont un mot pour décrire leur état d'esprit, c'est la chutzpah. Ce mot signifie l'audace, le fait d'oser défier les règles, d'oser faire des choses que les autres jugent folles, et de ne pas avoir peur de l'échec. Dès leur plus jeune âge, on apprend aux enfants israéliens que poser des questions est une bonne chose, que contredire les adultes est encouragé, et que ne pas être d'accord avec quelqu'un est tout à fait normal. La culture israélienne est une culture du débat, et c'est exactement ce qui nourrit la pensée créative. Après tout ce que nous venons de parcourir ensemble, vous vous demandez peut-être ce qui fait vraiment la force d'Israël. Ce n'est pas la géographie, car leur situation géographique est pire que celle de la plupart des pays. Ce ne sont pas les ressources, car ils n'ont pas de pétrole, comme les pays du Golfe. Ils n'ont pas un territoire immense comme la Russie. Ils n'ont pas une population gigantesque comme la Chine ou l'Inde. En théorie, Israël n'a aucune raison d'être puissant. Mais ils ont une chose que beaucoup de pays plus grands et plus riches n'ont pas. C'est l'obsession de la survie, quand vous êtes un peuple qui a été privé de sa patrie pendant 2000 ans. Quand vous avez vu 6 millions de vos compatriotes être exterminés simplement parce qu'ils étaient juifs. Quand vous reconstruisez votre pays de zéro pour être immédiatement attaqué par vos voisins, vous comprenez que la survie n'est jamais acquise. La survie est une chose pour laquelle il faut se battre chaque jour. Les Israéliens ont une phrase courte, mais qui porte le poids de toute une histoire tragique. Plus jamais ça. Cette phrase était à l'origine un rappel du drame de l'Holocauste subi par les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais avec le temps, c'est devenu la philosophie de vie de toute une nation. Cela signifie que nous ne nous laisserons plus jamais affaiblir, au point de ne plus pouvoir nous défendre. Cela signifie que nous ne dépendrons plus jamais de la bonté des autres pour survivre. Et c'est pourquoi un pays de 9 millions d'habitants, dont plus de la moitié est constitué de désert, qui ne connaît aucun jour de véritable paix, peut être le leader mondial de la technologie, de l'agriculture intelligente, de la médecine et de la densité des startups. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus chanceux que les autres, ce n'est pas parce qu'ils sont plus gâtés par la nature. C'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'exceller. Quand vous savez que perdre une guerre peut faire disparaître votre pays de la carte, vous ne vous permettez pas d'être médiocre. Quand vous savez que personne ne viendra vous sauver si vous ne vous sauvez pas vous-même, vous trouvez un moyen, toujours. Ce n'est pas de la chance, c'est un choix. Et vous? Après notre voyage de découverte d'Israël aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Le fait que tout un pays porte des armes? Ce métier thérapeutique particulier? Ou le fait qu'un pays de 9 millions d'habitants domine la technologie mondiale? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.